Au mariage de mon frère, ma marque-place m'humilie, sans éducation et profiteuse. Toute la famille rit. Prête à fuir, mon frère m'a saisi. Il a défié son beau-père, ce que vous avez fait sera l'insulte la plus chère de votre vie. Le lendemain matin. Je m'appelle Sylvie Dubois. J'ai 33 ans. Et au moment où j'ai atteint la table d'honneur du dîner de répétition de mariage de mon frère, j'avais déjà vécu assez pour 2 personnes et enterré suffisamment de moi-même pour bâtir l'avenir de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas entré dans ce restaurant chic comme une invitée se laissant porter par une célébration. Je suis entré comme la femme qui avait préparé des déjeuners scolaires avant le lever du soleil, appris à faire durer les provisions des semaines impossibles, travaillé en double service jusqu'à ce que mes mains tremblent, sauter l'université pour que quelqu'un d'autre puisse y aller. Et s'était enseigné à avoir l'air calme même quand la panique s'installait dans sa poitrine comme une pierre. J'étais la sœur qui signait les formulaires scolaires, courait après les factures impayées, mentait sur sa fatigue, et représentait la stabilité quand la vie ne nous en donnait aucune. C'était l'histoire gravée dans mes os lorsque j'ai vu la marque-place qui m'attendait entre les couverts brillants et le linge plié. La sœur sans éducation et profiteuse. Pendant une longue seconde, mon cerveau l'a rejeté. J'ai sincèrement cru que je m'étais trompé de table. Puis j'ai entendu les rires. Pas fort au début, juste quelques petits gloussements étouffés du côté de la mariée, le genre de rire que les gens riches utilisent quand ils veulent que la cruauté paraisse intelligente au lieu d'être cruelle. J'ai levé les yeux et surpris la cousine de la mariée, Zoé, me regardant avec un sourire suffisant et expectant, comme si elle avait attendu toute la soirée de voir si j'allais rougir, supplier ou craquer. Puis elle a levé son verre et a dit « Ah, c'est donc ça la parente gênante dont on nous a parlé. » Quelques têtes se sont tournées plus vite. Quelques personnes ont baissé les yeux trop tard, prétendant ne pas l'avoir entendu. Quelqu'un près du centre de table a même souri. J'ai senti la chaleur monter sur mon visage, mais j'ai refusé de pleurer. J'avais survécu à trop de choses pour m'effondrer dans une pièce pleine d'étrangers portant des parfums chers, des manières polies et une décence empruntée. J'étais prête à déposer la carte, faire demi-tour et disparaître sans leur donner la satisfaction d'une scène. C'est ce que j'avais fait la majeure partie de ma vie. Partir discrètement, endurer en privé, maintenir la paix à mes propres dépens. Mais avant que je puisse faire plus d'un demi-pas, une main a saisi la mienne si fermement que cela m'a arrêté net. Mon frère, Antoine, s'est levé de sa chaise, a regardé par-dessus mon épaule et a fixé ses yeux sur Monsieur Moreau, le père de Clémence, avec un regard que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas de l'embarras. Ce n'était pas de la confusion. C'était une fureur aiguisée par l'amour. Quand il a parlé, toute la pièce est devenue silencieuse. Avant de vous dire exactement ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Ce que vous avez fait à ma sœur ce soir, a-t-il dit, chaque mot clair et dur, capable de trancher l'atmosphère, sera l'insulte la plus chère de votre vie. Le silence est tombé sur le restaurant si brusquement que cela a semblé anormal, comme si même la musique avait ressenti la honte et s'en était éloignée. Mon frère avait toujours été prudent en public. C'était le genre d'homme qui baissait la voix au lieu de l'élever, qui trouvait un compromis avant un conflit, qui savait comment lisser les moments difficiles avant qu'ils ne causent des dégâts. Mais l'homme debout à mes côtés cette nuit-là avait fini de tout lisser. Il n'était pas là pour sauver l'ambiance. Il était là pour les empêcher de me dévêtir pour le plaisir. Il s'est penché, a ramassé la marque-place, l'a tenue assez haut pour que toute la pièce puisse la voir, puis l'a déchirée net en deux. Le son était ténu, mais dans ce silence, il a frappé comme une fêlure dans du verre. De l'autre côté de la pièce, Monsieur Moreau s'est adossé à sa chaise, un bras drapé avec une aisance calculée, comme si l'humiliation publique devenait élégante une fois servie dans une pièce avec des bougies et du vin importé. « Vous devriez vous calmer », a-t-il dit doucement. « Personne n'a forcé votre sœur à devenir ce qu'elle est. » L'insulte était plus silencieuse que la carte, mais plus tranchante. J'ai senti l'instinct ancien me traverser, le réflexe d'intervenir, d'atténuer cela, de protéger mon frère de faire une erreur publique à cause de moi. J'avais passé tant d'années à recevoir les coups en silence que ma première réponse au manque de respect était encore la gestion, non la résistance. Mais avant que je puisse parler, il s'est avancé d'un demi-pas devant moi. C'était subtil, protecteur, définitif. « Vous n'avez pas le droit de la définir », a-t-il dit. « Vous n'avez pas le droit de rire de la femme qui m'a nourri quand notre réfrigérateur était presque vide.
Vous n'avez pas le droit de vous moquer de la personne qui se tenait devant le bureau de mon école prétendant que tout allait bien alors qu'elle venait de travailler 16 heures et n'avait pas dormi. Vous n'avez pas le droit de l'inviter ici juste pour la transformer en divertissement pour votre famille. Sa voix n'était pas dramatique. C'est ce qui la rendait dévastatrice. Il ne me défendait pas par culpabilité ou théâtralité. Il disait la vérité dans une pièce où la vérité était devenue la chose la plus offensante que l'on puisse offrir. Je l'ai regardé fixement, et pendant une seconde l'insulte elle-même a presque disparu sous la force de ce qu'il faisait. Puis la cousine de Clémence, Zoé, a levé les yeux au ciel et a lâché un petit rire faible, mais il a atterri mollement maintenant. La pièce avait changé. L'équilibre avait changé. La blague avait cessé d'être drôle dès l'instant où quelqu'un l'avait qualifiée de cruauté. Puis mon frère a dit autre chose. Plus bas, mais cela a coupé plus profondément que la colère. Vous pensiez qu'elle avalerait cela, a-t-il dit, regardant Monsieur Moreau. Vous comptiez sur sa dignité excessive pour ne pas vous humilier en retour. Cela m'a frappé là où je ne m'y attendais pas, car il avait raison. J'avais passé des années à être celle qui absorbait la douleur pour que quelqu'un d'autre puisse continuer d'avancer. Et debout là, dans cette pièce pleine de gens qui avaient confondu la réticence avec l'infériorité, j'ai entendu l'écho de ma propre voix des années plus tôt disant à un adolescent effrayé, « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » À l'époque, il m'avait cru complètement. Ce soir, sans avertissement, il me rendait la promesse. Je sentais la chaleur monter de ma gorge à mon visage. Mais sous l'embarras, quelque chose d'autre s'installait en moi. Peut-être que l'humiliation brûle si fort qu'elle finit par se refroidir en clarté. Peut-être qu'il arrive un point où être insulté publiquement fait moins mal que de réaliser combien d'années vous avez gaspillé à essayer d'être assez petite pour que les autres se sentent à l'aise. Je me suis placé à côté de mon frère avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus et j'ai levé le menton. Même si mes mains tremblaient si fort que je devais croiser les doigts pour le cacher. Vous voulez savoir ce qui est embarrassant, ai-je demandé, regardant directement la table où les rires avaient commencé. Ce n'est pas travailler sans diplôme. Ce n'est pas sacrifier le confort. Ce n'est pas choisir la survie plutôt que les apparences. Ce qui est embarrassant, c'est d'élaborer une soirée entière autour de l'humiliation de quelqu'un qui est venu ici de bonne foi. Quelques invités se sont agités sur leur siège. Une femme a baissé son verre. Un homme près du fond a cessé de faire semblant de consulter son téléphone. Zoé a fait tourner la glace dans son verre et m'a lancé un sourire éclatant et vénéneux. « S'il vous plaît, a-t-elle dit, vous pensez que travailler dur fait de vous une héroïne. Certains d'entre nous gagnent 10 fois votre revenu annuel en un seul clic. Cela ne signifie pas que nous demandons des applaudissements. » Cette phrase a atterri exactement où elle le voulait. Non pas parce que l'argent a pouvoir sur la vérité, mais parce qu'elle l'a dit avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à mesurer la dignité par rapport au loyer. Il ne s'agissait pas vraiment de revenus. Il s'agissait de classement, de décider quel genre de lutte méritait le respect, et quel genre méritait un ricanement. Je l'ai regardé, et, étrangement, je me suis senti moins effrayé qu'avant. Les gens comme elle ne semblent puissants que lorsque le reste d'entre nous accepte d'avoir honte. Je ne suis pas venu ici pour des applaudissements, ai-je dit. Je suis venu parce que mon frère me voulait ici. Cela aurait dû suffire. Monsieur Moreau a eu un haussement d'épaules dédaigneux, comme si j'étais un dérangement mineur dans la mise en scène d'une soirée beaucoup plus grandiose. Les hommes comme lui croient souvent qu'il n'existe que 2 catégories de femmes dignes d'être remarquées. Les femmes qui divertissent la pièce et les femmes qui lui obéissent. J'avais obéi aux pièces toute ma vie. Les pièces au travail, les pièces avec les propriétaires, les pièces avec les fonctionnaires de l'école, les pièces où sourire poliment était le prix de la survie. Mais je n'avais pas survécu à tout cela juste pour me tenir dans un restaurant décoré et laisser des étrangers me réduire à une insulte imprimée. Vous m'avez étiqueté avant même que j'ouvre la bouche, ai-je poursuivi. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il ne s'agissait jamais d'une blague. Il s'agissait de s'assurer que tout le monde ici comprenne où vous pensez que les gens comme moi appartiennent. Le sourire de Zoé s'est aminci, et pour la première fois, j'ai vu l'irritation percer sa confiance. Mon frère est resté immobile à mes côtés, mais la colère venant de lui était presque physique, comme la chaleur d'un fil électrique sous tension. J'avais passé des années à le protéger de l'instabilité, de l'humiliation, de la laideur des adultes qui utilisent le pouvoir pour se sentir plus grands. Maintenant, il le voyait en pleine lumière. Et pour une fois, je ne me précipitais pas pour le cacher.
Je le laissais voir exactement ce que j'avais survécu en silence pendant des années. Vous pouvez me traiter de sans éducation, ai-je dit, balayant leur côté de la pièce du regard. Mais l'ignorance ne se mesure pas au diplôme. Parfois, elle se mesure à la quantité d'argent dont les gens ont besoin autour d'eux avant de se sentir en sécurité en étant cruels. Cela a fait mouche. Je l'ai vu dans l'immobilité. Je l'ai vu sur le visage de Clémence, qui avait commencé à passer de l'inconfort à quelque chose de plus dangereux. La reconnaissance. Si vous êtes déjà entré dans une pièce où les gens avaient déjà décidé qui vous étiez avant que vous ne parliez, alors vous connaissez le silence qui suit. Il n'est pas vide. Il est chargé. Il attend de voir si vous allez vous rétrécir, vous excuser et disparaître, ou rester là assez longtemps pour faire ressentir à tout le monde ce qu'ils ont créé. Monsieur Moreau s'est finalement levé, et ce mouvement seul a fait basculer la pièce. Il était grand, bien taillé, entraîné à exercer ce genre d'autorité qui dépend de ne jamais être défié devant un public, et de ne jamais avoir à s'expliquer à des gens qu'il considérait inférieurs. Vous faites un spectacle de rien, a-t-il dit, vous devriez être reconnaissante d'avoir été invité. Cette phrase a fait ce que la carte elle-même n'avait pas fait. Elle a dépouillé la dernière couche de prétention. Ce n'était pas une blague mal jugée, ni une faute de goût malheureuse. C'était délibéré, une invitation tendue vers le bas, puis militarisée vers le haut, un rappel de la place sociale déguisée en hospitalité. Un test de combien de manque de respect quelqu'un comme moi avalerait pour rester dans une pièce construite par des gens comme lui et financée par les apparences. Reconnaissante, ai-je répété. De quoi? D'être moquée au dîner de mariage de mon frère? D'être assise comme un accessoire pour que votre famille puisse profiter de ma réaction? Sa mâchoire s'est serrée, mais j'ai continué car une fois que la vérité commence à bouger, l'arrêter semble plus malhonnête que de la dire. Savez-vous où j'étais la nuit avant que mon frère ne passe son examen d'entrée à l'université? J'étais assise sur une chaise en plastique devant une salle d'urgence parce que je m'étais poussé au-delà de l'épuisement lors d'un poste en entrepôt. Je lui ai envoyé un SMS pour lui souhaiter bonne chance depuis ce couloir et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi. Pas parce que je suis une martyre. Pas parce que j'avais besoin d'applaudissements. Mais parce que c'est ce que fait la famille quand l'amour est réel. Nous nous portons les uns les autres quand personne d'autre ne le fera. Et nous le faisons sans humilier la personne qui a porté le poids. La pièce a de nouveau changé après cela. Personne n'a ri. Même Clémence avait l'air secouée maintenant, comme si elle avait soudainement réalisé que l'histoire qu'on lui avait racontée à mon sujet n'était pas seulement incomplète, mais intentionnellement empoisonnée. Zoé a baissé les yeux. Monsieur Moreau, cependant, a fait ce que les hommes comme lui font souvent quand la moralité les lâche. Il a eu recours à la force. Il a fait un geste bref vers un membre du personnel près de l'entrée. Retirez-la, a-t-il dit, pas fort, mais clairement. Le membre du personnel s'est figé sur place, pris entre le salaire et la conscience. Je pouvais le voir sur tout son visage. Mon frère s'est avancé instantanément. Touchez ma sœur, et ce dîner est terminé. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Clémence s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Papa, a-t-elle dit, la voix tremblante. Arrête. Mais il était au-delà de tout arrêt. Le contrôle public lui échappait et cela le rendait impudent. Cette femme a suffisamment perturbé, a-t-il claqué. Si elle ne peut pas se comporter avec dignité, elle peut partir. J'ai ri alors, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que parfois l'hypocrisie devient si évidente qu'elle cesse de paraître menaçante et commence à paraître pathétique. Dignité, ai-je demandé. Vous avez imprimé mon humiliation sur du papier cartonné et l'avez placé à table. Ne prononcez pas ce mot ce soir à moins d'être prêt à le définir honnêtement. Les invités n'étaient plus des observateurs passifs. Je pouvais voir l'inconfort se répandre en eux comme une tache. Les gens qui avaient souri poliment quelques minutes plus tôt le regardaient maintenant, puis moi, avec des expressions tendues. Soudainement conscient que le silence a un coût quand la cruauté est si visible. Mon frère s'est tourné vers la table de la famille de la mariée, sa voix plus basse maintenant, plus stable, presque plus effrayante par son contrôle. Quiconque ici pense encore que c'est inoffensif peut le dire à voix haute tout de suite. Personne ne l'a fait. Ce silence était plus fort que n'importe quelle défense qu'ils auraient pu tenter. C'était le silence de personnes réalisant qu'elles avaient confondu la richesse avec l'autorité morale et qu'elles venaient de voir cette illusion se briser en public, au beau milieu d'une célébration censée prouver à quel point cette famille était raffinée.
Clémence avait l'air de quelqu'un qui se réveille dans la mauvaise vie. Jusque-là, elle avait existé dans cet espace pratique que certaines personnes apprennent à occuper, assez proche de la cruauté pour en bénéficier, assez loin pour prétendre ne pas l'autoriser, et assez abrité pour appeler cette distance innocence. Mais la pièce regardait maintenant, et la neutralité était devenue impossible. Les rires s'étaient tus. La musique n'importait plus. Et chaque invité semblait comprendre que ce qui se passerait ensuite définirait plus qu'un dîner de répétition. Ce n'est pas comme ça que cette soirée devait se passer, a-t-elle dit, et il y avait des larmes dans ses yeux, bien que je ne puisse dire si elles venaient de l'humiliation, de la culpabilité, de la peur, ou du choc de voir la laideur de sa famille exposée en pleine lumière. Alors peut-être que ça n'aurait pas dû être construit sur ce genre de famille, a répondu mon frère. Sa voix n'était plus tranchante. Elle était calme. Et ce calme était dévastateur. La colère peut être rejetée comme une émotion. La vérité calme est beaucoup plus difficile à fuir, surtout quand elle vient de quelqu'un qui a enfin cessé de protéger votre confort. La cousine de Clémence, Zoé, essayant encore de reprendre le contrôle de l'ambiance, a eu un petit rire et a dit « Oh, allons ». Tout le monde agit comme si elle avait été exécutée en place publique. C'était une blague. Une blague de mauvais goût, peut-être, mais quand même une blague. Mon frère s'est tourné si vite vers elle qu'elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. « Dis-le encore », a-t-il dit. « Dis-le en regardant la femme qui a payé mon loyer quand j'avais 19 ans et des trous dans mes chaussures. Dis-le en regardant la personne que vous avez appelée une profiteuse. Dis-le en vous tenant derrière votre propre argent au lieu de celui de vos oncles. » Cette dernière phrase a frappé plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Son visage s'est tendu et pour la première fois, la pièce l'a vue non pas comme une socialité confiante, mais comme ce qu'elle était réellement à ce moment-là. Une lâche se cachant derrière la cruauté de groupe. Audacieuse seulement quand la cruauté avait des témoins et du soutien. Puis Clémence a fait quelque chose qui a fait basculer toute la soirée sur un nouvel axe. Elle s'est tournée vers son père, pas vers nous, et a posé la question qu'elle aurait dû poser avant que tout ne commence. Avais-tu approuvé cette carte? Il n'a pas répondu tout de suite, ce qui était une réponse suffisante. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pu entendre le léger tintement d'un verre posé quelque part derrière moi. Puis il a dit, « J'ai approuvé l'honnêteté. » Son visage a changé. Pas de manière théâtrale, pas d'une manière destinée à la sympathie, juste assez pour que tout le monde voie que quelque chose de central en elle s'était brisé. « Si c'est ça l'honnêteté pour vous, » a-t-elle dit, « alors je ne sais plus ce que j'épouse. » Cela a frappé la pièce plus fort que n'importe quel cri. Son père s'est avancé vers elle avec l'impatience d'un homme qui croyait que l'explication elle-même était en dessous de lui. « Ne sois pas ridicule. C'est une femme qui fait une scène. »« Non, » a-t-elle dit, plus forte maintenant. « C'est ma famille qui humilie la personne que mon fiancé aime le plus au monde. » J'ai vu l'expression de mon frère changer. Pas de soulagement, pas de pardon, juste la reconnaissance qu'elle avait enfin choisi un camp. Mais les choix tardifs laissent encore des dégâts, et tout le monde dans cette pièce pouvait sentir à quel point celui-ci était tardif. Zoé a tenté une dernière fois de se soustraire à sa responsabilité par un ricanement. « Vous allez sérieusement faire dérailler votre mariage pour ça ?» Clémence s'est tournée vers elle si brusquement que même moi j'ai ressenti la force de son geste. « Pour ça? Vous voulez dire pour avoir publiquement rabaissé quelqu'un qui est venu ici pour me soutenir? Pour avoir traité la décence comme une faiblesse et la cruauté comme une blague familiale? Oui. Si cette famille pense que c'est acceptable, alors oui. » Des murmures se sont répandus autour de la pièce. Une femme près de la table centrale a chuchoté quelque chose à son mari. Quelqu'un d'autre a discrètement posé une fourchette qu'il tenait depuis tout ce temps. Clémence a essuyé sa joue et a regardé mon frère de plein fouet. « Si tu veux partir, » a-t-elle dit, « je comprends. » Puis elle s'est tournée vers son père. « Et si cela ne s'arrête pas maintenant, il n'y aura pas de mariage demain. » Ce fut la première conséquence indéniable de la nuit, et tout le monde l'a ressenti. L'air a changé. Ce n'était plus seulement une confrontation. C'était une ligne de fracture traversant le milieu de deux familles, l'une construite sur les apparences et l'autre sur le sacrifice. Son père l'a regardée comme si elle l'avait trahi. Mais ce qui l'avait vraiment trahi, c'était la vérité. Prononcée à voix haute dans une pièce qu'il pensait contrôler. La mère de Clémence a ouvert la bouche comme pour apaiser les choses, puis s'est arrêtée.
Même elle semblait comprendre qu'il y a des moments où lisser la surface n'enterre que la pourriture plus profondément. Si le jour censé célébrer la famille pouvait être menacé si complètement par une seule vérité publique, alors peut-être que la vérité n'a jamais été le danger. L'exposition l'était. Et debout là, regardant Clémence choisir entre le confort d'où elle venait et la décence qu'elle avait ignorée, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Les gens ne deviennent pas bons parce qu'ils sont proches de la bonté. À un certain point, ils doivent la choisir. Si le mariage de vos proches devenait la scène où vous étiez humilié par votre belle famille, resteriez-vous silencieux pour maintenir la paix, ou laisseriez-vous toute la pièce s'étouffer avec ce qu'ils ont créé? Monsieur Moreau a regardé autour de la pièce et a réalisé trop tard que son autorité avait toujours dépendu de la confidentialité, de l'implication, du fait que les gens étaient trop intimidés, trop polis ou trop impliqués pour le défier ouvertement. C'était fini maintenant. Les invités ne souriaient pas. Le personnel ne bougeait pas. Même la mère de Clémence était devenue pâle d'une manière qui suggérait que ce n'était pas la première fois qu'il confondait le pouvoir avec l'immunité et l'image avec le caractère. Il a redressé sa veste comme si un tissu coûteux pouvait restaurer le contrôle et a dit « Vous êtes tous émotifs. Cette famille a trop investi dans ce mariage pour laisser une femme aigre le détruire. » C'est alors que mon frère a sorti son téléphone de sa poche. Il ne l'a pas claqué sur la table ni levé comme une arme. Il l'a simplement tenu dans sa paume et a regardé l'homme en face de lui avec une assurance qui a fait que toute la pièce s'est penchée en avant. « Alors parlons d'investissement », a-t-il dit. Un silence s'est de nouveau abattu sur le restaurant, plus profond qu'auparavant. Le genre de silence qui survient lorsque les gens savent qu'ils sont sur le point d'entendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas désentendre. « Vous avez dit à tout le monde que ce mariage était un cadeau de votre côté, » a-t-il continué, que votre famille couvrait le lieu, le dîner, le forfait floral amélioré, les musiciens, la suite nuptiale. Vous semblez aimer répéter cela. Vous vous êtes assuré que tout le monde l'entendait plus d'une fois. L'expression de Monsieur Moreau s'est durcie instantanément. Surveillez vos paroles. Mais mon frère a continué. Vous avez oublié une chose. La plupart des paiements finaux ont été effectués via mon compte cette semaine. La pièce a réagi comme si quelque chose de physique s'était brisé. J'ai entendu un soupir réel de quelque part à l'arrière. La mère de Clémence s'est tournée si brusquement vers son mari que les pieds de sa chaise ont raclé le sol. « Qu'est-ce qu'il raconte » a-t-elle demandé, la voix mince d'incrédulité. Mon frère a déverrouillé son téléphone, a tapoté 2 fois et a orienté l'écran vers le groupe de personnes le plus proche. Quand votre futur beau-père est venu me voir il y a 2 mois en disant qu'il y avait des problèmes de liquidité temporaire, j'ai couvert les déficits des fournisseurs parce que je ne voulais pas que ma fiancée soit embarrassée. Je n'ai rien dit parce que je pensais aider à construire une famille. Au lieu de cela, votre famille a transformé ma sœur en divertissement. Une vague de murmures a traversé la pièce. Pas fort, pas chaotique, mais stupéfait et immédiat, comme si tout le monde recalculait toute la soirée à la fois. Clémence a fermé les yeux une seconde, et quand elle les a ouverts, elle avait l'air d'avoir des années de plus. L'humiliation de la nuit avait complètement changé de direction. L'homme qui s'était moqué de moi comme d'un fardeau s'était appuyé discrètement sur la générosité du frère que j'avais élevé. La même famille qui avait imprimé profiteuse sur ma marque-place s'était appuyée sur l'argent de mon frère tout en affichant son statut devant une pièce pleine d'invités. Monsieur Moreau s'est avancé, furieux maintenant, non pas parce qu'une injustice avait été commise, mais parce que le mensonge sous son image avait été exposé. C'était un arrangement privé, a-t-il claqué. Non, a répondu mon frère. C'était un arrangement généreux et il se termine ce soir. Il a regardé le coordinateur du lieu qui était resté figé près d'un pilier. Tous les soldes impayés de mon côté sont annulés. Tous les fournisseurs impayés après minuit peuvent envoyer les factures directement à lui. Il a montré du doigt Monsieur Moreau. J'ai regardé la couleur se vider du visage de cet homme si vite que c'en était presque surréel. Soudain, le costume sur mesure, la montre, les manières de parler polies, la supériorité soigneusement cultivée, rien de tout cela ne semblait plus solide. Juste un emballage coûteux autour de la panique. Zoé a essayé de dire quelque chose, mais mon frère l'a interrompu d'un regard acéré. Et avant que tu rouvres la bouche, terminons cela honnêtement. Tu as arrangé la marque-place, n'est-ce pas? Son silence a répondu avant son expression. Clémence s'est tournée vers elle, incrédule. Tu as fait quoi? Zoé a commencé à bégayer. D'abord que c'était censé être drôle,
puis que tout le monde réagissait de manière excessive, puis qu'elle n'avait jamais pensé que cela deviendrait si dramatique. Monsieur Moreau lui a aboyé de se taire. Mais c'était trop tard. Le fiancé avait trouvé non seulement un coupable, mais un schéma. Ce n'était pas une blague impolie. C'était tout un système familial qui protégeait la cruauté tant qu'elle divertissait les bonnes personnes et dérangeait les mauvaises. Je me suis avancé alors, et contrairement à plus tôt, je n'avais pas besoin d'un long discours. Aujourd'hui, je n'ai rien perdu, ai-je dit, regardant directement Monsieur Moreau. Mais vous venez de perdre le contrôle de cette pièce, le respect que vous affichiez si soigneusement, et peut-être la confiance de votre fille. C'est une insulte beaucoup plus chère que celle que vous avez imprimée pour moi. Les mots se sont posés sur la pièce comme un verdict. Personne n'a ri. Personne n'a interrompu. Même les larmes de Zoé, quand elles sont venues, semblaient inutiles. La mère de Clémence s'est assise comme si ses jambes l'avaient lâchée. Quelque part à ma droite, un invité a murmuré « Mon Dieu » sous son souffle. C'était le son que font les gens quand ils réalisent qu'ils ont passé une heure à regarder une hiérarchie sociale s'effondrer de l'intérieur. Et Monsieur Moreau essayait encore de se ressaisir. « Vous pensez que cela m'embarrasse » a-t-il dit, bien que sa voix ait perdu sa certitude. L'argent peut être réparé. Je l'ai regardé et j'ai compris quelque chose. Il croyait encore qu'il s'agissait de finances, de factures, d'optique, de dommages réparables. Il ne comprenait toujours pas que ce qui se brisait devant lui n'était pas le budget du mariage. C'était l'illusion qu'il était la personne la plus importante dans la pièce. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais le caractère ne se rétablit pas aussi facilement une fois que tout le monde voit ce qu'il y a en dessous. Le démêlement final s'est produit plus vite que je ne l'espérais et plus lentement qu'il ne le méritait. Une fois que la vérité se ferait un chemin à travers la surface d'une pièce comme celle-là, elle ne s'arrête pas poliment là où les puissants le demandent. Elle continue de bouger. Elle se glisse sous les nappes et sous les sourires polis, et à travers chaque excuse chuchotée que les gens utilisaient autrefois pour protéger la mauvaise personne. Clémence a retiré sa bague de fiançailles, non pas avec des fioritures dramatiques, ni avec un discours taillé pour l'attention, mais avec la précision épuisée de quelqu'un qui en avait enfin assez vu pour que le déni soit impossible. Elle l'a tenue dans sa paume pendant une longue seconde, la regardant comme si elle appartenait à une version d'elle-même qu'elle ne pouvait plus défendre, puis l'a placée sur la table devant son père au lieu de la rendre à mon frère. Cela comptait. Elle ne mettait pas fin au moment parce qu'elle avait cessé d'aimer l'homme qu'elle devait épouser. Elle y mettait fin parce qu'elle avait enfin compris le genre de fondation que sa famille avait posé sous cet amour, et elle ne se faisait plus confiance à l'intérieur. « Je ne peux pas faire ça demain » a-t-elle dit. Sa voix était brisée, mais assez stable pour porter jusqu'à tous les coins de la pièce. Pas avec ça qui plane sur nous. Pas tant que ma famille est capable de ça. Pas tant que j'essaie encore de comprendre pourquoi je ne l'ai pas arrêté plus tôt. Mon frère a fermé les yeux brièvement, et pendant un moment j'ai vu le garçon que j'avais élevé sous l'homme qu'il était devenu. Le garçon qui voulait encore fixer la douleur même quand il ne l'avait pas causée. Le garçon qui croyait autrefois que s'il travaillait assez dur, aimait assez fort, endurait assez, les gens finiraient par choisir la décence. Mais quand il a rouvert les yeux, il n'y avait que la clarté. Alors ne le fais pas, a-t-il dit, sans supplication, sans négociation, sans tentative désespérée de sauver les apparences. Juste la vérité. Cela, plus que tout, a révélé à quel point il était différent des gens de l'autre côté de la pièce. Il était disposé à perdre un mariage avant de se perdre lui-même. Les invités commencèrent à murmurer sérieusement maintenant, pas les petits chuchotements amusés d'avant, mais les murmures agités, embarrassés, soucieux de leur réputation, de personnes réalisant qu'elles venaient d'être témoins d'un effondrement social dont elles parleraient pendant des mois. Un couple âgé du côté du fiancé s'est discrètement levé et s'est glissé vers la sortie en premier. Puis deux associés commerciaux de Monsieur Moreau ont suivi après un signe de tête maladroit au gérant du lieu. Quelques autres invités se sont levés un par un, chaque départ le frappant plus fort que n'importe quel cri. Les hommes puissants peuvent survivre à la confrontation. Ce qu'ils ne peuvent pas endurer confortablement, c'est l'abandon par un public qui ne les trouve plus impressionnants. La mère de Clémence s'est assise lourdement, visiblement secouée. Zoé, soudainement dépouillée de tout sarcasme et de toute posture, a commencé à pleurer ouvertement, mais personne ne s'est précipité pour la réconforter. Cela, plus que tout, m'a dit à quel point la pièce avait complètement changé. Les gens ne décidaient plus si la nuit était allée trop loin. Ils avaient accepté qu'elle l'avait fait,
et il savait exactement qui l'avait poussé là. Mon frère s'est tourné vers moi et a demandé doucement, « Es-tu prête à partir ?» J'ai regardé autour de moi une dernière fois. Les fleurs étaient toujours belles. Les bougies vacillaient toujours. Les guirlandes lumineuses brillaient encore comme si la soirée avait un avenir. Mais au centre de tout cela se tenait un homme qui avait passé sa vie à confondre l'image et la valeur, maintenant abandonné dans les décombres de la performance même qu'il avait mise en scène. Il semblait plus petit d'une certaine manière, bien que son corps n'ait pas changé. L'exposition avait le don de rapetisser les gens qui se construisaient sur l'intimidation. Il nous a appelés une fois, sa voix rauque maintenant de désespoir et de colère. « Vous faites une erreur, tous les deux. » J'ai fait une pause à la porte et je lui ai fait face. « Non, » ai-je dit, l'erreur était de penser que la gentillesse était une faiblesse, que le sacrifice était honteux, et que les gens sans titre resteraient silencieux pendant que vous les piétineriez. Vous ne m'avez pas seulement insulté ce soir. Vous vous êtes exposé devant tous ceux que vous vouliez impressionner. Pour la première fois de la soirée, il n'a eu aucune réplique, aucune réponse polie, aucun ordre, aucune correction suffisante, juste un visage rempli de la réalisation naissante que la pièce avait cessé de lui appartenir. Puis je suis sorti avec mon frère à mes côtés. L'air frais de la nuit a frappé mon visage et pour la première fois de la soirée, j'ai pu respirer sans me sentir observé. Nous nous sommes tenus sur le trottoir sous la lumière tamisée des fenêtres du restaurant, écoutant l'effondrement étouffé d'une célébration, qui tentait encore de faire semblant de pouvoir continuer. J'étais entré dans cet endroit en pensant que je devrais peut-être avaler une humiliation de plus pour la paix. J'en suis sorti en comprenant quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. La paix achetée par l'auto-effacement n'est pas la paix. C'est la capitulation. Et j'avais déjà capitulé suffisamment de ma vie. Mon frère est resté à mes côtés en silence un instant, puis a levé les yeux vers les fenêtres lumineuses au-dessus de nous. « Je suis désolé », a-t-il dit. C'était à peine un murmure. J'aurais dû voir plus tôt dans quel genre de famille j'entrais. Je me suis tourné vers lui et j'ai secoué la tête. Non, cette nuit tu l'as vu. C'est ce qui compte. Il a laissé échapper un souffle comme un homme posant quelque chose de lourd qu'il avait porté trop longtemps. Derrière nous, à travers le verre, je pouvais encore voir du mouvement, le personnel débarrassant les tables, les invités ramassant leurs manteaux, Clémence se tenant à l'écart de ses parents comme si la ligne invisible entre eux était enfin devenue visible. Le lendemain matin, les dégâts se sont propagés exactement comme les arrogants s'imaginent toujours que ça ne se fera pas. 3 fournisseurs ont publiquement tagué M. Moreau dans des litiges de paiement. Le post d'un invité sur le scandale de la carte profiteuse s'est répandu plus vite que quiconque dans cette pièce n'aurait pu le contenir. À midi, le mariage a été officiellement reporté. Dans l'après-midi, les gens qui avaient loué sa générosité demandaient en privé qui avait réellement financé l'événement. Le soir, tout le monde connaissait la même vérité qu'il avait essayé si fort d'enterrer. La soi-disant sœur sans éducation et profiteuse était entrée seule. Mais les personnes qui sont parties déshonorées étaient celles qui avaient tout l'argent du monde et ne pouvaient toujours pas acheter la décence, la loyauté ou la classe. Et quelque part entre l'humiliation de cette nuit-là et les retombées du lendemain, quelque chose en moi s'est calmé. Non pas parce que la vengeance a tout guéri. Ce n'était pas le cas. Non pas parce que la douleur a disparu. Ce n'était pas le cas. Mais parce qu'enfin la honte a atterri là où elle devait être. Je n'étais plus la femme à la table avec la carte cruelle. J'étais la femme qui a traversé l'humiliation et a laissé ceux qui l'ont causé debout dans leur propre ruine.